Aujourd'hui, on va parler de Worldline qui a subi une baisse extraordinaire, moins 90%, et savoir si on est proche de la fin, si ça va rebondir ou si ça peut encore continuer à descendre. Alors si on regarde les chiffres, Worldline c'est quand même pas mal du tout. On est dans les services de paiement pour les particuliers et entreprises. On voit qu'on avait 1,1 milliard en 2015 et qu'on arrive à 4,3 milliards en 2023, ce qui est vraiment pas mal, donc une belle hausse du chiffre d'affaires. La marge nette, enfin le revenu net, on était relativement stable pendant des années, on a eu 300 millions, puis une énorme perte, à voir pourquoi, est-ce que c'est le rachat d'un concurrent, est-ce que c'est un souci, un déficit, peu importe, voir pourquoi, et on est remonté à 300 millions. Petit bémol comme ça, on stagne pendant des années, on n'améliore pas beaucoup, d'un coup on double, voire triple le chiffre d'affaires, le revenu net, ce qui est très bien, mais on a un problème, on remonte à 300. Ce que j'aimerais bien voir l'année prochaine, c'est avoir une hausse ici pour voir si on a eu un mauvais coup et qu'on peut repartir et qu'on est en croissance. Mais si on continue à stagner comme on a fait là pendant des années, ça sera un mauvais point parce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à gagner plus. Au niveau de la marge nette est relativement faible, pourtant on est dans les services de paiement, mais ça reste un service, donc on ne peut pas gratter autant de marge qu'on veut, et ce qui compte c'est de faire surtout du volume et du volume récurrent. Donc on a du 11%, ce qui était vraiment pas mal, du 6%, 5%, on a eu du 13% ici, et le problème c'est que depuis quelques temps on est à 5, voire 4, et ça a l'air de descendre. À voir si on va réussir à se maintenir, alors évidemment des marges de 10, 20, 30%, c'est très peu probable dans ce genre de secteur, mais entre 5 et 8, ça serait vraiment pas mal. Vraiment dans ces eaux-là, entre 5 et 10 même, mais 5 et 8, ce serait vraiment pas mal. Au niveau du nombre total d'actions en circulation, on augmente, alors à voir pourquoi c'est. Si c'est pour faire de la croissance externe, pourquoi pas. Si c'est juste pour diluer l'actionnaire, c'est moyen. C'est pour se financer, c'est moyen. Si c'est pour accroître, faire de la croissance externe, acquérir des concurrents, c'est bien. Mais à ce moment-là, pourquoi on n'arrive pas à avoir une marge qui augmente? Alors, on a peut-être le chiffre d'affaires et on stimule uniquement la croissance du chiffre d'affaires et on verra plus tard pour les marges nettes. Et pour l'instant, ce qui compte, c'est de grossir, comme Amazon faisait pendant des années avec des marges ridicules parce que il s'agrandissait tout ce qu'il pouvait, il mettait tous les secteurs qu'il pouvait et donc les marges étaient infinitésimales. C'est peut-être ça la stratégie. À voir, il faut lire les rapports financiers, écouter les conférences call, voir la stratégie de l'équipe management. Mais là, comme ça, à part si c'est vraiment pour de la pure croissance, ça ne me botte pas puisqu'on a une augmentation constante. Si on passe au screener 2, on a un rocher qui est pas trop mal ici. On avait du 20%, du 13%, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et là, on commence à être en dessous de 10, on est à 1, 2. Alors, entre 5 et 10%, c'est relativement moyen, mais comme on disait, dans ce secteur-là, c'est surtout de la quantité récurrente. Donc, c'est difficile d'avoir des marges à 20-30%, sauf pour un business, je ne vais pas dire en fin de vie, mais qui est plutôt mature et qui optimise ses marges et qui continue de survivre. Pas quand on est dans de la croissance, mais là, par contre, 1 ou 2%, c'est vraiment limite. Sauf si on est en croissance pure, mais hormis ça, c'est vraiment très moyen. Le free cash flow, par contre, lui, en constante augmentation, c'est très bien. Alors, on a stagné les 2 derniers exercices, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Une année où on stagne parce que mauvaise nouvelle, parce que on a restructuré, parce que voilà. Mais on voit qu'entre 115 millions et 700, on est vraiment pas mal. 1 x 7 en quoi? En 9 ans, 8 ans, c'est pas mal du tout. Le price to free cash flow, lui, par contre, peut être intéressant. On avait pendant des années un price to free cash flow, comme dans une société tech et en croissance, en alentour de 30-40. Et depuis quelques temps, donc depuis 2021, à voir pourquoi, à voir les news, à voir si on a une perte d'argent ou à voir juste si c'est parce que c'est une news, parce que des fois le fait qu'un PDG change de boîte ou qu'il décède ou peu importe, ça fait chuter le cours alors que techniquement la société ça ne change pas, mais à voir pourquoi. Et on a une deuxième jambe de baisse ici et on a eu un price to cash flow de 5 et là on est à 6,8. Est-ce que c'est une bonne opportunité? Est-ce qu'on peut encore descendre? On va voir ça tout à l'heure avec un petit article. Si on passe au screener 3, j'ai remis les revenus nets. On a un PER qui est aux alentours de 11, ce qui est pas mal. C'est moins bien que... Alors là, on était dans le 13, donc on va enlever. Hop. C'est moins bien, donc là, si on l'avait pris l'année dernière, c'était mieux parce qu'on était dans la chute, mais globalement, on est à un des PER les plus bas qu'on ait jamais vu. Donc, vraiment pas mal, on est à 11, on est descendu à 8-9. À voir, est-ce que du coup, c'est l'opportunité maintenant à reprendre avant que ça reparte, ou est-ce que ça peut descendre? C'est toujours la question. La dette nette qui est en constante augmentation, ce n'est pas un problème si jamais on est sur une société qui est en croissance, mais attention à ne pas avoir une dette non plus qui explose de trop. Pour ça, il faut faire des calculs, voir la dette sur le chiffre d'affaires ou la dette sur le free cash flow, ou même juste voir, donc comparer des flux à des flux, les intérêts comparés au free cash flow, puisque vous pouvez avoir une dette de 1000 milliards, si derrière vous ne payez que
10 euros par mois et que vous faites rentrer de l'argent et que vous pouvez payer ses intérêts, on se fiche de la masse totale de la dette. Alors on se fiche, je mets des guillemets, puisque forcément, plus on a de dettes, plus sera compliqué à rembourser et plus on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais globalement, si elle est étalée sur de nombreuses années, ce n'est pas un problème, c'est un faux problème. Si on passe aux capitaux propres, on voit aussi qu'on est en constante augmentation, ce qui peut laisser suggérer une croissance externe par acquisition à voir. Là, c'est juste de la spéculation en voyant les chiffres, je n'ai pas creusé le dossier. Mais quand on voit qu'on est à 700 millions et qu'on continue de monter vraiment très vite et par palier, ça pourrait être des acquisitions là et là. Et si on regarde bien, ce sont les mêmes années où on a eu la dilution des actionnaires. Donc, il se pourrait que ce soit pour de la dette plus de la dilution. Donc, à voir. Mais en tout cas, on acquiert des concurrents ou on acquiert du matériel, peu importe, mais ce n'est pas juste de la dilution pour de la dilution. On voit que l'argent, on en fait quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que ça sera un bon investissement à l'avenir? L'avenir nous le dira. Maintenant, on a un rocher qui est plutôt moyen, donc pour l'instant, ça n'a pas l'air de porter ses fruits, mais c'est peut-être un plan à long terme. Pour ça, il faut regarder les rapports financiers et écouter les conférences call, parce que peut-être que l'équipe management a une vision long terme qui ne se concrétise pas sur les 2-3 premières années, mais qui va vraiment porter ses fruits à l'avenir. Et pour ça, il faut juste lire et écouter l'équipe pour comprendre sa stratégie et sa vision, et si vous êtes en adéquation avec ça ou pas. Ici, on arrive sur la capitalisation, on voit bien que, exactement comme le PR, on a eu une envolée, et puis on descend. Et donc là, on est potentiellement dans un des plus bas qu'on a jamais eu. Est-ce que c'est parce que c'est le rebond du chat mort et qu'on va aller à la cave parce que fini Worldline, ou est-ce que c'est peut-être le moment d'en prendre? Ça, c'est à vous de voir, je ne vais pas vous donner la réponse, je vous donne juste les chiffres. Si on compare ici pour voir si Worldline est vraiment si nul que ça, encore une fois, sans avoir étudié le dossier, mais si on compare par exemple avec Global Payment, qui est aussi un équivalent, un pseudo-équivalent aux États-Unis et qui est relativement réputé, qui est relativement pas mal. On voit le même genre de trend haussière et le même genre de trend baissière, donc on voit bien que ce n'est pas que à Worldline, que dû à Worldline, ça peut être aussi sur d'autres entreprises, donc ça peut être le secteur. On voit néanmoins que Global Payment c'est quand même bien mieux repris et que Worldline a continué de descendre, sûrement avec des chiffres qui ont été mauvais ou en dessous des attentes les derniers mois, donc suffit que Global Payment ait tenu ses engagements et pas Worldline, et ben on a une différence, le marché sanctionne. Si on regarde ici au niveau des marges, parce que bon, on va pas comparer les revenus et, alors on peut limite comparer les tendances, mais pas les revenus en eux-mêmes. Les deux tendances montent, ce qui est pas mal du tout. Si on met ici en pourcentage, on voit qu'on est relativement identique, on a la même trajectoire. Si on regarde les revenus nets et qu'on se met également en pourcent, on n'est pas sur la même tendance, et oui, parce que du coup, ici, on a eu le creux qu'on a eu, c'est peut-être pour ça que le marché a sanctionné. On voit cependant qu'on remonte relativement bien, donc pourquoi pas. Au niveau des marges nettes, hop, on laisse 100%. On voit quand même que globalement, Global Payment se situe un petit peu au-dessus, même si de temps en temps on reprend, mais on a un petit peu l'avantage sur Global Payment, ce qui n'est pas énormissime. Et le nombre total d'actions en circulation, ça c'est la gestion propre de l'entreprise. C'est pas parce qu'une entreprise a fait une acquisition l'année dernière que c'est mieux que celle qui a fait l'année d'avant. Ça c'est une gestion pure, ça c'est à vous de voir, il faut aller lire les rapports financiers. Si on va au niveau des price to free cash flow, on va ajouter Global Payment, et si on regarde là, on n'a pas du tout le même price. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les gens ont peur pour Worldline et donc forcément le marché price beaucoup moins, donc on peut faire potentiellement une affaire si jamais c'est un bon dossier. Et on voit bien qu'il y a une sanction, donc 6 à 18, on a quand même un price to free cash flow divisé par 3, ce qui peut être une excellente affaire si jamais vous considérez que le business peut être robuste, que ça va repartir de plus belle, que l'équipe est compétente et que la société va repartir comme avant et qu'elle va continuer à gagner de l'argent. Maintenant, ça peut être aussi pour une bonne raison que le marché sanctionne. Et est-ce que la question finale, c'est est-ce que ça va se ressaisir? Alors, au niveau financier pur de la société, mais aussi au niveau spéculation, puisque la bourse, c'est toujours deux choses. C'est les états financiers purs, donc purement comptables. Si une boîte gagne beaucoup d'argent, il y a de fortes probabilités que le cours de bourse monte, plutôt qu'une boîte qui n'en gagne pas. Mais il y a aussi le deuxième aspect, qui est la psychologie. Vous pouvez avoir une boîte qui ne gagne pas d'argent, mais qui promet dans un futur proche d'avoir, je ne sais pas, un brevet pour guérir le cancer, un brevet pour réussir à faire des voitures électriques qui arrivent à tenir 10 000 km, peu importe. Donc vous avez et l'aspect comptable pur, et vous avez aussi la promesse qu'entend le marché, la psychologie. Et si la psychologie n'est pas au rendez-vous parce que, je ne sais pas, ça pourrait être le PDG qui était un visionnaire, qui est un peu une tête d'affiche comme on entend souvent avec Steve Jobs, Elon Musk, etc. Si vous avez la tête d'affiche qui décède ou qui quitte le navire, ben, vous pouvez avoir une perte de confiance par le marché parce qu'on considère que c'était lui
BNB qui faisait tout par exemple. Donc vous pouvez avoir la même boîte du jour au lendemain qui perd 20% tout simplement parce que le PDG est parti alors que la boîte gagne toujours de l'argent. Et juste parce que le marché considère que c'est le PDG qui faisait tout et que maintenant qu'il est parti, eh ben c'est fini, l'entreprise va finir par sombrer. Donc vous avez et la psychologie et l'aspect technique, donc à vous de faire vos propres recherches et de voir si vous êtes en accord avec la psychologie du marché ou pas et s'il y a une affaire à faire ou pas. Petite indication, comme je l'avais dit, pour savoir si ça va remonter tout de suite ou pas, le CAC 40, Vivendi fait son retour dans l'indice sorti de Worldline. Le conseil scientifique des indices Euronext a tranché en décidant de sortir Worldline de la composition du CAC 40 au profit de Vivendi, qui l'avait quitté en juin. L'arbitrage sera effectif le 18 décembre. Alors, ce que je vais dire là ne remet absolument pas en cause le potentiel de Worldline, mais il y a de fortes probabilités que Worldline chute encore, enfin que le cours, donc le prix de l'action chute, tout simplement parce que si on le sort des indices, tout ce qui est ETF, tout ça, ils vont devoir vendre leur part pour finalement acheter du Vivendi. Si il y a un fort courant vendeur comparé à avant, bah vous avez forcément mécaniquement le prix qui baisse. Parce que si tous les indices qui reflétaient le CAC 40 ou qui reflétaient un aspect similaire au CAC 40, si ça sort de l'indice, forcément, vous vendez toutes vos parts de Worldline, parce que si vous êtes un fonds, par exemple, qui représente le CAC 40, vous vendez immédiatement toutes vos parts de Worldline, et vous achetez du Vivendi, parce que votre but est de répliquer l'indice. Donc, c'est mécanique, vous vendez et vous achetez. Ce qui va mécaniquement faire grimper le cours de Vivendi dans les semaines prochaines, dans les prochaines semaines, et mécaniquement baisser le cours de Worldline. Maintenant, peut-être qu'on est dans un bad range et que le Worldline va repartir de plus belle, mais pour moi, dans les jours à venir, dans les 2-3 semaines à venir, il ne faut pas acheter, tout simplement parce qu'on risque d'avoir une sortie des capitaux phénoménale de Worldline, ce qui peut encore faire chuter le cours. Et par contre, vous pouvez profiter de maintenant jusqu'au 18 décembre pour creuser le dossier, voir si les chiffres vous parlent, si la boîte vous parle, si la stratégie du management, de l'équipe dirigeante vous parle, parce que si jamais il y a des fortes sorties de capitaux, ça pourrait être, si vous êtes acheteur sur le dossier, ça pourrait être un bon moment pour en acheter. Et si jamais vous voyez que finalement le dossier n'est pas top et qu'il ne vous plaît pas, bah la forte sortie de capitaux, vous vous en fichez, ça sera un titre qui ira à la cave pour vous et vous n'en achèterez pas. Mais vous pouvez donc profiter de ce délai pour creuser le dossier Worldline et il se pourrait qu'il y ait une pépite à acheter dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut!